Bienvenue sur Radio Galère avec Waka 88.4 pour l'émission intersectionnelle Les Nouvelles de Mars. Bienvenue avec nous et je suis encore ravie d'être là avec vous sur Radio Galère 88.4 pour parler de ce qui va se dérouler aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai. Avant de parler de cette journée emblématique, on va parler tout simplement du débat qui a eu lieu sur le festival Intersection. La semaine dernière, on a fait la première partie et avec la lecture de Joe Augustine, on a fait la première partie, c'était sur le débat comment se représenter en tant que personne racisée dans une société avec un passé colonial, un passé esclavagiste assez lourd, dans les scènes culturelles, comment se mettre en scène, mais aussi dans la société en général. Du coup, c'était vraiment très intéressant de parler de ça, justement, et surtout d'entendre les invités en parler. Du coup, durant ce débat, il y avait Fatou, il y avait Myriam du collectif Les Filles de Blédarde, il y avait Alexia, il y avait Pierrette d'Idées Divines LGBT, il y avait Mélo et Genet, il y avait Raphaël Guiteau, il y avait tout un tas d'intervenants. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Donc, avant de passer à la suite, on va peut-être faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Bicha trans e sapatão, tamo junto, aprendi então. Sobe muito até tem mais, reprimidos não tem paz. Fais nous les gros secondaires, tu traites de win de connasse. Garçon moqué, mal baissé, les héros t'as mal supposé. J'suis pas là pour expliquer, mais tu vas devoir respecter. J'suis pas là pour accepter, tu vas devoir supporter. J'dois rien choisir, j'ai trouvé mon plaisir, pas une corvée. Lèche les culs et puis les chats, pas le temps que tu me dois. Si tu m'offres à manger, je vais pas pour autant te sucer. Mais si tu m'offres à boire, peut-être tu vas moins saouler. Ton charme va rien y changer, préfère les billes, moi tu sais. Pour moi peu importe le genre, je veux plus me refouler. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Ça va tant, ça va tant, ça va tant, ça va tant. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Ça va tant, ça va tant, ça va tant, ça va tant. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Ça va, ça va, ça va. C'est moi, 32 fois, 32 fois, Carava, elle est là, c'est la Taswaka, casse-toi ou paye-moi. Hétéro, t'es rétro, tu confonds bosser et saboter. T'as choisi ton parti, je ne vis pas à crédit. Ma pédagogie a un prix, c'est 1000 la minute. J'ai une pute, plus de luxe, c'est le luxe de ma coupe. Pas d'excuses, je suis pas coupe, je suis pas là pour faire mumus. J'ai dominant, j'aime l'argent, ça entretient la communauté, consolide nos liens. Je paye pour ma liberté, la taxe coloniale. C'est pour ça que je suis marginal. Imagine un hétéro vivre dans un monde homo. Imagine la société, ça serait inversé. Toi, une idée de ma réalité. Même ceux qui se disent pro-black sont nos comme c'est net. Ça m'inquiète, pas besoin de maths. J'en ai pas d'ordre. Ça te tente, ça te tente. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Va des rétro hétéro, je sais très bien ce qu'il me faut. Ça va tant, ça va tant, ça va tant, ça va tant. Va des rétro hétéro. Donc nous revoilà pour les Nouvelles de Mars sur 88.4 Radio Galère. Merci encore à vous d'être là, de nous suivre. Et avant de passer le débat qui va durer environ 1h20 avec les interventions des différentes personnes invitées et le public,
avant de passer à ça, je vais vous dire bonne écoute. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un point sur l'actualité et sur la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Merci à vous. Donc, on est de retour sur Radio Galère 88.4. Je voulais juste préciser que Eva Doumbia n'a pas pu être là aujourd'hui parce que elle avait, comme elle a dit dans son texte, elle avait une représentation à Nice à 18h. Donc c'était trop court, donc elle a laissé un texte. On voulait vraiment la remercier d'avoir pris le temps d'écrire ce texte et vous remercier aussi d'être là. Merci à vous d'être là. Alors on va poursuivre cette table ronde. Du coup, Eva Doumbia, dans son texte, elle parle de ruse. Est-ce que vous avez des ruses dans vos pratiques, dans ce que vous proposez? En fait, ouais, j'aime bien ce qu'elle dit parce que ce truc de la représentation, c'est aussi la représentation avec les blancs, le système institutionnel et tout. Si tu veux, s'il y a un moment où tu te dis je vais commencer à faire des choses avec du public ou se représenter, ça implique, même si on rêve de la non-mixité des fois, ça implique, on est en France, on est en Belgique, ça implique de communiquer, d'être en relation avec des personnes puissantes, blanches, qui vont t'ouvrir le coffre ou pas. Et comment on fait ça? Enfin, c'est une question permanente, quoi, pour nous. Et puis pas utiliser ou se faire utiliser. Des fois, j'ai l'impression que on est dans ce truc-là qui est toujours limite, et puis il faut toujours rebattre les cartes et voir à quel point tu utilises. Là, t'es à plus de 50%, donc c'est toi qui utilises, ou des fois tu te fais utiliser, donc là ça commence à être dangereux. Mais en tout cas, même si c'est pas une partie de plaisir, c'est un truc nécessaire. Et en tout cas pour nous, en tant que collectif artistique qui a pas de lieu, qui a pas de thune, donc forcément faut aller chercher ces choses-là. Et puis c'est une question ouverte, quoi, de comment on s'organise pour utiliser ces pouvoirs. Puis nous, en tout cas nous dans le collectif, on n'en a vraiment pas honte de se dire que c'est clairement de la manipulation douce, quoi. Et en fait si on veut occuper l'espace, en fait on s'impose. Moi pendant des années, parce que j'ai aussi travaillé dans une galerie photo par exemple, etc. Et en fait peut-être qu'inconsciemment j'avais aussi l'impression que j'avais besoin de comprendre leur code pour savoir ensuite les retourner un peu contre eux, quoi. C'était un peu comme si j'étais une infiltrée. Et en fait là je me rends compte aussi, on s'en rend compte que ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que souvent ce public là où ces personnes qui font partie de la en tout cas une certaine suprématie, c'est des gens qui vont souvent nous taxer notre discours de victimaire, etc. Alors que si on retourne un peu le truc et si on les manipule de manière plus ou moins clever, en fait ils seront confrontés à ces questions par eux-mêmes, en fait, quoi, et sans vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et nous, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent avec les filles, avec Mariam dans le collectif. Parfois, c'est vraiment tout le temps beaucoup de compromis et essayer de garder cette balance dont elle parlait. Donc, est-ce que je suis utilisée, est-ce qu'on nous utilise? Parfois, c'est tellement subtil et en fait, avoir toujours conscience que ces personnes-là, elles seront toujours dans l'instrumentalisation, dans l'exotisation de nos personnes. Mais en fait, garder ça en tête, et tant que je pense qu'on le garde en tête et qu'on s'en sert contre eux, moi je les utilise en fait sans aucun scrupule, et c'est aussi et j'utilise aussi leur code et leur façon de faire parce que j'ai du mal à savoir en fait comment ça pourrait fonctionner autrement. Et il y a plein de luttes qui m'ont prouvé aussi que c'était difficile de faire autrement, parce qu'en fait on n'est jamais écouté sinon, quoi. Et ça veut dire faire des compromis, participer à des émissions ou faire des interviews pour des gens pour lesquels on n'aurait pas forcément voulu le faire. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est un vrai truc. Et aussi le but pour nous, c'est de toucher. Ouais, ça c'est vraiment un truc. En tout cas pour Filles de Blédard, nous on a vraiment pour ambition de après parler avec des gens qui sont directement concernés, et c'est top, et on apprend plein de choses et tout, mais pour nous c'est aussi super important
en fait de parler à un public qui est concerné mais qui est pas forcément éduqué, qui fait pas partie d'une élite culturelle de personnes dites racisées et en fait pour toucher ces personnes-là, et ben il faut aussi qu'on trouve des ruses et des stratégies et ça pour nous c'est important quoi. C'est vraiment ouais. Oui, merci. Et moi ma stratégie c'est vraiment de rester authentique et même pour ne serait-ce que ma santé mentale, de ne m'adresser qu'aux personnes qui sont concernées par les oppressions. Pour le stand-up, je ne joue mon spectacle que dans des endroits des espaces vraiment conscients des oppressions. Donc je me fais inviter par des festivals comme Intersection, que ce soit pour le décolonial, pour le queer ou l'afrofemme, quoi. Donc ça c'est déjà une stratégie parce que il faut aussi il s'agit d'être efficace. Je trouve que c'est assez, enfin, je sais pas, la vie est tellement courte en fait. Si je dois même passer ne serait-ce que 5 minutes à expliquer ma démarche à des personnes qui ne sont pas du tout concernées par les oppressions que je raconte, contre lesquelles je lutte, sachant que je passe déjà des journées entières à le faire à des personnes qui sont concernées et qui ça n'entre pas. Donc voilà, ces 5 minutes là sont 5 minutes en trop. Donc quand j'écris, quel que soit le texte que j'écris, quel que soit le média sur lequel ce texte sort, je m'adresse toujours aux personnes concernées. Ce sera jamais je pense j'ai toujours en tête vraiment les opprimés et non les oppresseurs. Je veux même pas entrer dans une conversation et ça fait gagner un temps fou juste ne même pas répondre aux commentaires. C'est une façon pour moi de donner de la valeur à mon temps, à mon énergie, en choisissant bien les personnes, les âmes pour qui je les dépense, quoi. Je tiens à saluer en tout cas la proposition de l'art d'Eva qui apporte à l'apport de la réflexion. Elle veut réflexionner le public auquel elle propose une prestation. Elle apporte la réflexion. Et bien sûr, c'est aux divines, c'est de ne pas être résigné. C'est de notamment apporter des process. Moi, j'appelle ça process. Ce que tu demandais par rapport aux ruses qu'on proposerait, moi, je le définirais par process. Et ces process, c'est de rentrer aussi. Je rejoins Eva à faire réflexionner les personnes, notamment à qui on propose de venir découvrir les événements de notre association, et aussi en action militant, là où c'est l'apport militant et conscientisé et politisé. C'est-à-dire on peut aussi bien interpeller notre communauté respectives et aussi les personnes non concernées, d'être là où on nous attend pas. Ça c'est aussi une expression qui sort tout droit des divines. Être là où on nous attend pas, c'est quand on peut être devant l'Assemblée nationale à dénoncer les choses, c'est en action politique. Et on nous attend pas à l'Assemblée nationale. Notamment, on a pu intervenir en conférence à l'Assemblée nationale, pas pour écouter, hein, pour dire notre message, voilà. Et donc ne pas être résigné. Et notamment notre message apporte une réflexion aux personnes du coup qui sont pas qui nous attendaient pas, notamment, et donc
de mettre en place aussi pour sécuriser nos actions. On peut dire sécuriser nos actions, c'est comme on travaille avec les artistes, c'est de savoir leur cadre d'évolution. Notamment les artistes, voilà, bien sûr que c'est de les payer à la juste valeur d'artistes, notamment, et de savoir leur cadre, leur permettant d'évoluer aussi dans leur profession et avec des justificatifs à mettre en place pour, voilà, en tout cas pérenniser l'action. On souhaite vraiment pérenniser les actions de tout à chacun. Et je dis ça parce que je sors de formation, notamment j'ai pris la formation entrepreneur du spectacle et qui nous met en tout cas la législation d'accompagnement d'un artiste. Et là, ce qui me fait dire que voilà, l'artiste, pour que aussi reste dans sa durée, eh bien c'est aussi de lui de respecter ces échéances intègres. Je sais pas si vous, voilà, et si vous comprenez ce sens-là, que l'artiste, voilà, souvent les artistes disent que c'est pas évident pour eux de se produire, parce que tout notamment vient des fonds privés. Et non, c'est pas de rester dans ce jeu-là non plus. Au Divine, voilà, on prend conséquence de ça. Voilà. En l'occurrence, mon cas il est quand même un peu particulier en tant qu'artiste en Suisse, parce que déjà on a une organisation qui s'appelle Pro Helvetia qui donne de l'argent aux artistes. Donc concrètement, par exemple pour demain, pour ma lecture de demain, concrètement, comme j'ai déjà publié un livre, je peux leur demander de me payer ce que la France peut pas payer, pour que j'ai une rémunération d'artiste normale, enfin d'auteur normal en Suisse, donc 600 francs, à peu près 550 € pour 45 minutes de lecture, concrètement. Donc tout ce que ici on peut pas me donner, elles peuvent demander. Sauf qu'il fallait demander 8 semaines à l'avance, et moi j'ai donné 8 semaines moins un jour, et que ça reste la Suisse, et que donc du coup j'ai pas assez d'argent pour cette fois. Mais du coup mon cas particulier, donc d'abord c'est ça. Ensuite c'est évidemment le fait que j'ai des privilèges qui ont fait que j'ai fait des études supérieures. Concrètement, j'ai fait des études de lettres et ensuite des études de droit. Donc, je suis bien vu. Ensuite, j'ai publié chez une éditrice bien vue, enfin raciste bien vue. Et donc, il y a un moment où, en fait, on peut pas me refuser parce que les critères sont là pour que j'ai les fonds. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est les privilèges de Suisse. Et ensuite, comme la personne dans la pièce de théâtre, moi c'est mon grand-père qui est jamaïcain. Dans ma famille on est 5, on est 2 personnes qui ont l'air racisées, donc en général qui ont l'air du Maghreb, mais enfin bref. Mais en attendant, en fait, les personnes blanches, quand je suis en interaction avec elles, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà il faut que je sois beaucoup plus radical que quelqu'un de plus foncé que moi pour avoir l'air radical. Non mais enfin c'est important de le dire. Je fais plus de choses. Donc, par exemple, en tant que prof, il y a 2 semaines, j'avais fait pour une performance, une coiffure nigériane de l'époque, où j'avais une cage d'oiseau jusqu'à là, sur la tête. Et puis, c'était du genre, encore, c'est original. C'était pas du genre, on va te virer du travail. Enfin, c'est quand même important. Il y a des cas, bien sûr, où ça m'est arrivé, mais je veux dire, c'est quand même très différent. Bref, tout ça pour dire que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vraiment des privilèges liés à ma couleur, qui font qu'en fait, c'est hyper important pour les personnes blanches que je suis vraiment le dernier ressort, qui est la personne qu'il faut aimer. Les gens ont vraiment envie de m'aimer. Et en plus, je suis encore trans, donc ils ont encore plus envie de vraiment... Lui, c'est vraiment le gars qu'il faut aimer, parce qu'en plus, je suis aimable. Pour toutes les raisons, en fait, de classe sociale et d'éducation et de parents blancs, qui font que vraiment j'ai quand même beaucoup de critères.
Bref, ma démarche d'artiste, ce qui se passe, c'est qu'en fait, souvent, quand je dis des choses politiques, on va transformer, on va pas dire ce que je dis, on va effacer, on va lisser, et ensuite, on va en plus me blanchiser. Donc, on va toujours dire, par exemple, en Suisse allemande, on va dire le Genevois. Et ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, je finis à premier à égalité avec quelqu'un de blanc, et cis, en général, ou bien je suis deuxième s'il y a des concours. Et puis après, on va mettre la photo beaucoup plus grande de la personne, moi, photo beaucoup plus petite, avec plein de light sur le visage. Et avec le Genevois, machin, il faut vraiment aller chercher pour voir que je suis racisé sur l'image. Donc dès que je gagne, on me fait pas tout à fait gagner, et on me blanchise et on efface tous les trucs que j'ai dit qui sont. Donc par exemple, j'ai fait un truc qui a eu des milliers de vues sur Facebook pour la télé suisse allemande, et concrètement, je disais Black Lives Matter, Trans Lives Matter, et c'est écrit Trans Lives Matter, dit le poète Genevois. Bon, voilà. Donc c'est ça qui se passe en fait. Et donc tout ça pour dire que du coup ma démarche à moi, entre guillemets malheureusement, en fait, depuis en tout cas les 2 grandes pièces que j'ai fait où j'étais bien payé, dans la première c'était de manipuler le metteur en scène blanc pour qu'il engage une femme noire, parce qu'en fait il a dit je veux quelqu'un de racisé noir, donc toi, parce que ça passe. Donc d'engager une femme noire et en fait de thématiser ça dans la pièce de théâtre où en fait elle était tout le temps derrière un rideau mi-transparent, et qu'au milieu de la pièce j'arrache le rideau et je gueule sur tout le monde en disant oui, en fait la drag queen, en fait c'était une femme noire qui chantait depuis le début, parce que c'est toujours les femmes noires qui font tout et tout, et maintenant je veux que personne me parle à la fin des cours parce que vous êtes tous des merdes, des sales blancs de merde et tout, je vous déteste, vous faites que de la colonisation, machin, je m'enflamme, genre, enfin c'est mon texte quoi. Et à la fin, tout ce qui se passe, c'est que les blancs me font pas chier, alors qu'ils font chier à la meuf noire, en fait. Ils vont lui parler. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit non, j'ai mis ma limite. Alors ils sont là, il a mis sa limite, ils me parlent pas. Ils font chier à elle. Et après, dans les reviews, parce qu'on était dans tous les journaux suisses allemands, bravo au metteur en scène, bravo à la drag queen, et puis il y avait ce Genevois qui parlait du fait d'être trans. Et il parle pas de la femme noire. Enfin, donc c'est hyper violent. Donc voilà, ce que j'essaie de faire, c'est chaque fois d'intégrer des personnes noires et d'essayer de tirer une personne pour qu'en fait il y ait une personne qui a un salaire comme tout le monde, etc. Et en sachant que de toute façon, voilà, ça va. Si c'est pas moi qui disparaît, ce sera elle qui disparaîtra à la fin. Voilà. Du coup, c'est ma méthode. Donc en fait, il s'agit de la ruse pour travailler avec les blancs. Je comprends la question maintenant. Je ne travaille pas avec les blancs. Et si des blancs veulent ou des blanches veulent m'interviewer, je suis OK. Je demande de pouvoir relire avant que ce ne soit publié. Et une fois j'ai dit mon poème. Mes poèmes sont très. J'aime bien quand ça envoie. J'aime bien quand ça fout des claques, quoi. Franchement, quand je fais une performance avec mon corps, ma personne, j'aime bien foutre des claques. Faute de ne pouvoir le faire sans être arrêté. Faute de pouvoir le faire moi-même, quoi, de façon violente par mes gestes. Mais il se trouve que à chaque fois qu'un blanc ou qu'une blanchette dans le public l'entend, ce sera la première personne à venir acheter le livre derrière, quoi. Donc ouais, venez acheter, donnez-moi les thunes, invitez-moi à vos trucs, mais jamais pour être votre performing monkey. Voilà, invitez-moi à vos émissions, invitez-moi dans vos médias, mais ne corrigez jamais ce que je vais dire, quoi. Enfin, jamais la forme, jamais le fond, ne revenez pas là-dessus. Laissez-moi être radical, parce que quand vous m'avez vu radical. Enfin, ne lissez rien, prenez tout comme ça. Je sourirai toujours parce que c'est une déformation génétique. Et ça rend les gens heureux, donc voilà. Mais sinon, non. Je fais tout. Moi, je pars du principe que dans le système capitaliste dans lequel on nous a forcé à vivre, c'est l'argent qui a le pouvoir. Donc, il faut vraiment choisir méticuleusement à qui on veut donner le pouvoir. Donc, dans mes partenariats, je m'arrange toujours pour donner le pouvoir aux femmes noires. Elles sont malheureusement pas toutes féministes, malheureusement pas toutes queer. Mais ma gynéco est une femme noire, ma psy est une femme noire lesbienne, ma généraliste est une femme noire, ma endodentiste est une femme noire. Et quand j'achète, quand je dépense de l'argent, je dépense chez des femmes noires. Enfin, voilà.
Ça, c'est ma stratégie, de se donner le pouvoir entre nous comme ça là, et non d'aller toquer aux portes. Enfin, franchement, je peux même regarder même ma maison d'édition, quoi. C'est voilà. Même si bon, voilà. Mais je voulais quand même faire passer un message en choisissant cette maison là. Je suis très certainement la seule écrivaine noire dans la présence africaine. Enfin noire, militante, on va dire. Ou on va dire bio. Vrai, ça. Ouais. Mais voilà, ça restait quand même. Moi, je m'adressais pas à la présence africaine de 2016. Je m'adressais vraiment à la présence africaine de 1947. Quand je choisissais la maison d'édition, c'était vraiment symbolique. Et je vous prie de bien vouloir enjoy le livre qui vient de sortir. Ah si, il faut souffrir pour être française, parce que c'est vraiment la dernière fois que j'écris en français. Et je pense que j'ai pu dire ce que j'avais à dire en langue française. Le reste, ce sont des poèmes. Le reste, c'est ce que vous voyez en live. Le reste, voilà, c'est le français maintenant. Ce sera la langue du combat, sur le ring, quoi, avec en live. Mais pas de l'écriture. C'est fini. C'est bon. Ok. Tout à l'heure, hors antenne, on se rappelait de la thématique de la table ronde, qui est la place des femmes et des personnes transgenres racisées dans les scènes culturelles et la société en général. 2 points. Comment se représenter ? Comment se mettre en scène ? Du coup, pour moi, par rapport à ce que vous venez de dire, tous et toutes, il y a un peu cet enjeu autour des sous et du coup, auprès de qui on travaille ou pas, qui sont les alliés ou pas, à qui on donne le pouvoir. Et que moi, j'ai l'impression que souvent, il y a cette question de l'argent qui revient. Enfin, il y a un peu ce dilemme de est-ce que je vais bosser avec telle personne qui ont des sous, mais qui sont blancs, racistes et problématiques, ou est-ce que je fais tout en autonomie, mais du coup, des fois, je galère encore plus parce qu'il n'y a pas de thunes et qu'il faut se débrouiller. En gros, est-ce que vous avez la possibilité d'être autonome, tout en être autonome et libre dans ce que vous voulez faire, ce que vous mettez en scène, la manière dont vous mettez en scène, sans trop galérer? Oui, merci. Ouais. Non, moi j'avais une question pour les divines justement, parce que tout à l'heure tu disais on essaye les artistes qu'on soutient et tout, on essaye ils pensent qu'il y a toujours que la solution de l'argent privé, et nous on essaye de les payer dignement, puis de leur donner une indépendance, de les soutenir bien, pas qu'avec l'argent privé ou quoi. J'aimerais bien que tu m'en parles plus, parce que c'est quoi le secret? Oui, pour l'instant les divines fonctionnent à fonds propres et privés, notamment de la fondatrice. Ouais, c'est bon. De la fondatrice Pierrette Piram, moi-même. Donc le secret, on peut dire, de la pérennité, c'est ma détermination et ma volonté. Ouais, l'investissement que tu mets dedans, la volonté. Oui. Et je peux dire que cela m'impulse. Et je te rejoins tout à l'heure quand vous disiez que c'était vital. Voilà, c'est vital. Et pour répondre à ta question, oui, du coup autonome, c'est-à-dire que les événements que l'on a proposés jusqu'à maintenant, étaient organisés de A à Z par l'action des divines. Donc très autonome. C'est vraiment ce qui est ressorti, c'est le message de l'association autonome. Donc c'est-à-dire de mettre en place pour les soirées, de mettre en place les agents de sécurité, les barmaids, et à l'honneur les afrodescendants femmes, notamment lesbiennes et friendly, en scène, et aussi le vestiaire, voilà,
vraiment de A à Z et le message d'autonomie du lieu investi. Ouais. Par rapport à la question de l'autonomie, moi je suis là en tant que bénévole au Divine, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'écrire un livre aussi sur les femmes noires travailleuses du sexe. Et en fait, il y a une association de féministes blanches qui ont proposé de me filer des sous pour aller rencontrer des travailleuses du sexe dans d'autres villes. Et en attendant, en échange, je devais publier le livre dans une maison d'édition féministe blanche. Donc c'était leur proposition. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que effectivement ça m'aidait à pouvoir me déplacer, à rencontrer d'autres sistas qui racontent leur vécu, etc., etc. Mais en vrai, moi, mon objectif, c'est j'aimerais publier dans. Il y a que Présence africaine en France, il y a aussi Métagraphe, je crois, mais je sais pas si c'est afrocentré. Ok, pardon. Donc, du coup, moi, je pense que je vais essayer de démarcher Présence africaine, même si je pense que le démarchage sera compliqué parce que du coup. Présence africaine dans la vitrine, c'est afrocentré, etc. Mais c'est tenu par des blancs, les vendeurs sont blancs, les fonds retournent à des blancs, etc. Donc c'est pas l'autonomie forcément des Africains, etc. Mais du coup, en ce qui concerne la question de l'autonomie, je pense que des fois, on a envie de se dire, allons ne pas perdre de vue nos objectifs. Et je sais pas. Moi, je sais toujours pas quoi en penser. Je suis toujours en réflexion sur ça. J'ai toujours pas répondu. Mais j'ai comme qui dirait l'impression que je vais accepter la proposition des féministes blanches en attendant parce que j'ai la flemme de faire un crowdfunding. J'ai la flemme de faire des tournées et de me visibiliser en mode donner des sous et tout. Déjà que les gens ils ont pitié tout le temps dès qu'on leur parle de ces sujets-là. Donc voilà. Du coup, moi je pense que ça va être ça. Et en tout cas, je trouve que ça serait vraiment bien qu'on ait des fonctionnements de mécénat entre nous. Voilà, il y a Omar Sy qui a plein d'argent là, qui donne de l'argent. Il y a Gaël Faye qui aussi commence à avoir des sous. Il y en a parmi nous, on parle pas trop de questions classe, mais il y en a parmi nous qui ont des sous. Je pense qu'il serait temps qu'on s'organise pour ne plus avoir à demander aux blancs de nous aider, etc., etc. Parce que moi, mon problème, c'est vraiment d'avoir de l'argent pour me déplacer. Et à partir du moment où cet argent-là, je l'aurai, j'irai vers Présence africaine. Donc c'est vraiment, il me faut des sous pour rencontrer des sistas, quoi. Donc j'espère que j'ai répondu. Je voulais juste dire aussi que Pierrette est très humble, mais ce que Pierrette fait avec les Divines, c'est juste ouf, quoi. Vraiment, c'est quand on parle d'autonomie et tout, Pierrette a réussi à gérer pratiquement toute seule une association depuis près d'1 an. L'association, il y a eu des déplacements dans d'autres villes. Dernièrement, elles étaient à Kiev. Elles sont invitées en Afrique du Sud. Elles sont invitées à la Black Pride à Londres en juillet. Elles sont aussi invitées au Togo. Et tout ça, c'est grâce au travail d'une seule personne qui est déterminée. Et je trouve que c'est bien aussi qu'on se donne la force entre nous sur des militants de terrain qui galèrent et qui font les trucs tout seuls, sans même passer par l'aide des blancs, des trucs comme ça. Enfin, c'était juste pour donner une petite force à Pierrette. Merci. Ouais, du coup, je vais pas parler d'autonomie, du coup. Je voulais juste faire une petite annonce parce que ça m'a fait penser à ça. En Allemagne, il y a une auteure qui est anglaise et ghanéenne qui s'appelle Sharon Dedua-Otu et qui a sa propre branche d'une maison d'édition qui s'appelle Assemblage et elle publie exclusivement des femmes noires en anglais. Donc si jamais à la fin on peut en parler, mais voilà, ça s'appelle Édition Assemblage et je sais qu'elle cherche, elle en parle souvent, voilà. Merci. L'autonomie financière. Pour financer mon activité artistique, je passe par professionscribe.com, qui est mon activité freelance. Là, mes clients sont que des blancs et des blanches, que des entreprises. Mais ce ne sera pas, il n'y a pas une partie de Joe Augustine qui se sacrifie, ou vend son âme pour aller chercher des thunes. Ce sera pas Joe Augustine qui va chercher des thunes, ce sera la freelance Joe Wamal. Et voilà, j'injecte ça. L'autre stratégie, c'était d'être SDF pendant 3 ans. Ça m'a permis de mettre l'argent du loyer de côté. Je vous invite toutes et tous à calculer le montant que vous avez payé en loyer depuis décembre 2015. Dites-vous que j'ai gagné ça parce que j'étais SDF. Ça, c'est aussi bien choisir les espaces, quoi. Finalement, je sais pas. Mine de rien, c'est pas parce que c'est queer que c'est pour nous, c'est pas parce que c'est décolonial que c'est pour nous, c'est pas parce que c'est féministe que c'est pour nous. Bien choisir ce qui match. Bien choisir, bien faire attention aux âmes qui les proposent. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup marché pour moi jusqu'ici.
Ouais, pour nous, en ce qui concerne l'autonomie, personnellement, dans nos vies respectives, moi, je sais que le fait d'être au chômage pendant 1 an et demi, clairement, ça a vachement contribué à l'émancipation du collectif, etc. Ça a vraiment changé la donne et je me suis rendu compte, en fait, à partir du moment où j'ai eu de l'argent et du temps, tout a décollé très, 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 très vite, quoi. Et ça, si vous pouvez en profiter, allez-y. Vraiment sans scrupule. Enfin, je pense que c'est super important. Et après, nous, on est quand même assez dépendant des soirées qu'on organise. Même si dès le début, en fait, notre idée c'était de faire une exposition ou de faire un événement culturel pluridisciplinaire. On savait en fait que on avait le choix aussi de faire des subventions. Après, je pense que déjà on n'avait pas les outils parce qu'on n'est pas forcément aussi tous égaux face à l'administration, etc. Enfin, moi personnellement, mes parents ils ont pas pu m'initier à toutes ces choses-là. C'est des choses que j'ai même fait pour eux depuis très petite, mais qui étaient déjà super lourdes en fait. Et là, tous ces dossiers de subvention et tout, en tout cas, nous, on n'a pas forcément eu les outils. Et en fait, au final, là, on se rend compte au bout de presque 1 an, que le fait de choisir la fête en fait comme revenu, surtout que nous, on est à Paris pour le coup. De choisir la fête pour subventionner nos événements, en fait ça nous a permis de garder beaucoup de liberté, même si clairement les boîtes parisiennes ça reste quand même c'est des requins quoi. Et aussi moi je le dis, on l'assume, on a quand même beaucoup surfé aussi sur cette vague où en fait là on est dans la course et la différence. Oui, tout simplement, les boîtes, elles sont aussi très attirées par nous. Après notre première soirée qu'on a faite, on a reçu plein de propositions. Et là, oui, c'est ce que tu disais. Faut faire attention aussi avec qui tu travailles, même si c'est parfois dans des boîtes qui sont LGBT friendly, etc. En fait, tu te rends vite compte que tout tourne autour du cash et il faut être smart aussi dans les deals que tu fais, faut pas te faire trop niquer, mais c'est pas même pour nous là au bout d'1 an, ça reste encore super difficile à trouver quoi. Après il y a des lieux là je sais que notre dernier festival, il était à Main-d'Œuvre dans la banlieue parisienne dans la banlieue parisienne et c'est un lieu plus ou moins socio-culturel qui travaille quand même avec les gens du quartier. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'était la meilleure expérience qu'on a pu avoir, même si tout est pas non plus tout blanc, mais je pense que bien réfléchir avec qui on travaille et être le plus autonome possible en faisant des sacrifices toujours personnellement, nous deux, on est carrément dans la galère quoi. Et les propositions elles pleuvent, mais le fric il pleut pas du tout. Ça pleut pas du tout et en fait on arrive quand même à un moment où on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de tout donner sans vraiment avoir à part beaucoup de visibilité, parce que je veux pas me plaindre de ça, on en a beaucoup eu, mais en fait il y a un moment faut manger quoi. Et même nous nos parents ça reste des blédards et moi je sais que mon père il prend énormément de temps à comprendre. Il est là, mais ma fille, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Tu vois, c'est compliqué, mais pour l'instant, on survit, mais tant que c'est voilà. Et pour l'autonomie, j'ai l'impression que on a un peu le privilège d'avoir eu le chômage, puis avoir le temps à consacrer à comment on s'organise pour créer quelque chose et tout. Donc nous, on se contraint. Et puis on se contraint aussi parce qu'on a ce rapport, comme elle dit, avec ces boîtes de nuit qui vont nous rapporter de l'argent, mais on se contraint mentalement parce que, pour moi, c'est vraiment une contrainte, un stress, une difficulté de communiquer avec ces gens avec qui j'ai pas envie de parler et tout. Mais en fait, je le fais pour les artistes qu'on va programmer derrière et que à eux et à elles, on va leur donner l'autonomie et on va les payer dignement. En tout cas, ce qu'on peut. On va leur donner tous nos gains, tout ce qu'on aura. Toutes les contraintes qu'on se sera mises et ces entraves qu'on se sera mis nous-mêmes, ça sera pour donner l'autonomie au projet. Et quelque part c'est une manière d'utiliser mon privilège d'avoir fait des études supérieures, d'avoir du temps et un petit chômage et du coup de prendre toute cette charge mentale et émotionnelle où je suis avec des gens qui m'intéressent pas forcément. Je suis obligée de leur parler dans un langage qui me fatigue et tout ça, mais en fait je vais quand même avoir des gains et donner l'autonomie aux autres, faire un passage de relais. Pour le moment je me dis que c'est ça
Même pas mon lot de consolation, mais ma motivation pour faire des choses qui me plaisent pas forcément en premier lieu, mais en fait voilà, derrière c'est transmettre, voilà. Les divines LGBTQI+ aussi se veulent soutien à tout acteur et actrice qui impulse notre communauté afro-caribéenne, afro-descendante LGBTQI+ et friendly. Et les filles de Blédard, dès vos premiers événements, j'ai pu voir vos propositions et qui me parlaient directement également. Et je tenais à vous remercier, à vous féliciter, à vous dire merci et bravo du plus profond notamment de mon cœur. Merci à toi. J'ai pu venir à votre événement à la main d'œuvre récemment, et là j'ai dit waouh, voilà un événement qui est résonance, et j'espère faire réellement un partenariat avec vous. Après, si je peux me permettre de vous demander par rapport à la marche et fierté de Paris, est-ce que cette marche vous parle ou pas? Je vais laisser Alexia répondre parce que moi j'habite à Marseille. En plus, on se met la contrainte d'être dans 2 villes différentes et du coup d'occuper 2 terrains différents. D'accord. Nous, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé déjà si on voulait en faire partie et tout. Je sais plus si je t'avais dit. Écoute, je sais pas. En fait, je t'avoue que on est aussi après le festival, on est KO. On est vraiment KO et je pense qu'on essaie aussi de se recentrer sur nous et ce qu'on peut faire en fait pour pérenniser notre travail. Et là, on a décidé de freiner un petit peu. Bon, il y a encore un événement qui arrive et ensuite celui à Marseille, ou en fait 3. Et déjà à la base, on s'était dit bon, ok, on va se calmer un peu. Et c'est vrai que les propositions, elles sont là et c'est super. Mais après, nous, là où on participera, c'est dans la communication, parce que là, plus ça va et plus on a de portée, et virtuellement, en tout cas, on communiquera ce qu'il faudra. Et même si vous faites quelque chose et tout, n'hésitez pas, même pour tout le monde d'ailleurs, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on communique dessus. Et après nous, voilà, on soutient, etc. Mais s'engager, je crois que ça devient, en tant que personne physique, enfin moi toute seule à côté d'un char et tout, il y a pas de problème, mais de là à organiser vraiment quelque chose, ça devient, pour nous ça devient beaucoup. D'accord. Non, pas de souci. Merci de votre réponse. Merci à toi en tout cas. En tous les cas, on la prépare, la marche des fiertés de Paris, et je vous y convie. Merci beaucoup. On va se faire une pause musicale avant la discussion avec la salle. Car tout m'emmerde, me porte à croire qu'on me pousse à perdre. Seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis avile. On est toujours en direct sur Radio Galère. Je suis presque toute seule, mais en attendant que tout le monde revienne, vu qu'on est dans un festival qui s'appelle Intersection et que les oppressions se croisent, on va passer l'info. Alors peut-être pas, si, parce que je pense qu'il y a des Marseillais et des Marseillaises ici. Il y a les femmes de chambre de NH Collection Marseille qui sont en grève depuis 17 jours. Qui sont en piquet de grève tous les matins à 9h, dont demain et lundi. Lundi, elles sont en procès parce que leur formidable patron a tenté un procès en leur demandant 500 € chacune, entre autres pour
trouble de la voie publique pour une lutte trop bruyante. Alors là, l'enjeu, c'est qu'elles sont 12 grévistes. Ça fait 17 jours que ça dure. Ça fait 17 jours sans salaire. Et s'il y a moyen de, je le dis aussi parce que c'est en direct à la radio et peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Si vous avez moyen de passer au piquet de grève, c'est le meilleur moyen de rencontrer les grévistes et de discuter avec elles de ce qu'elles vivent dans leur taf et de leur lutte. Et au piquet de grève, il y a une caisse de grève et c'est aussi un moyen de filer de la thune parce que je rappelle que sur les luttes de femmes de chambre à Marseille, la majorité des meufs sont noires, sont déjà dans des situations précaires avec des contrats de merde, que c'est toujours la même chose, elles demandent des conditions de travail décents alors qu'on soit contre, pour le travail, là n'est pas la question. Voilà, qu'elles sont 12 et 12 personnes pendant 17 jours qui n'ont pas de salaire, c'est beaucoup d'argent pour soutenir. Voilà, alors NH Hotel, c'est juste à côté du métro République d'Am, du tram République d'Am et du métro de la Joliette. Et voilà, elles sont en grève au moins jusque lundi et a priori c'est pas prêt de s'arrêter. Eh ben on va reprendre la table ronde. On va pas vraiment la clôturer puisqu'il va y avoir un petit échange avec le public, on n'a pas énormément de temps. Mais avant l'échange avec le public, eh ben, je voulais savoir si vous aviez 2 mots à dire pour conclure un peu ces discussions, ces échanges, des choses à dire. Moi, je voulais dire à toutes les personnes qui sont là, qui sont non blanches, que souvent on a peur de faire des choses, on a peur que notre communauté n'aime pas ce qu'on fait, on a peur d'être illégitime, on a peur des barrières qui se dressent devant nous, etc. Mais je pense que c'est important qu'on essaie quand même de créer, de faire des choses. Et juste, je veux envoyer un gros big up à toutes les personnes qui persistent à créer, à être productives dans peu importe ce qu'elles font, malgré les difficultés économiques, matérielles, malgré les galères de thunes, malgré le fait qu'on est loin de nos pays, les personnes qui juste continuent et tout, voilà, juste pour dire un gros big up. Ne pas se résigner. Et merci de nous réunir, notamment Erika et Paolo. Merci Fatou. Soutien aux grévistes. On est avec vous. Force et ne pas se résigner. À bientôt. Vous pouvez... pour toute question, nous retrouver tout au long du festival. Les personnes de la radio, notamment, merci à vous de nous émettre. Et les personnes qui écoutent la Radio Galère que je découvre, fantastique. Venez au festival. Nous autres attendons. Nous autres ensemble. À bientôt. Merci à tout le monde. Prenez bien soin de vous. On travaille sans cesse et on a le droit de faire des siestes. Moi, c'est Jo Augustine qui invite toutes les personnes blanches qui m'écoutent en ce moment de me montrer qu'elles ne sont pas racistes et d'aller soutenir les grévistes au métro qu'on a cité là, avec des espèces, s'il vous plaît, et leur demander ce dont elles ont besoin et mobiliser tous vos contacts, s'il vous plaît, pour leur apporter ça. Voilà comment, c'est tout ce qu'on demande. Et ne leur touchez pas les cheveux, s'il vous plaît. Ouais, merci à Intersection, merci à Erika et Polo, Radio Galère. Et nous, les filles de Blédard, on va faire quelque chose à Marseille dans la fin de l'année. Et puis voilà. Et puis on invite toutes les personnes qui font de l'art, toutes les personnes non blanches qui font de l'art, qui se sentent isolées, à venir nous parler, à communiquer et à se sentir légitimes surtout. À pas oublier que on est toutes et tous légitimes. Et on est là et on va rester là. Merci aussi à Rafi, la bénévole de l'association Divine LGBTQI+. En tous les cas, c'est pour dire que l'association Divine est de mon impulsion et je remercie toutes les personnes qui se sont proposées de venir intervenir aux actions proposées notamment aux Divines. Et Raphaël, merci beaucoup. Les Divines ont débuté et j'espère que feront
répercussions avec les personnes qui souhaitent venir au Divine. Et merci Raphaël. Voilà. Public, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, Sundus. Merci à vous tous, c'était super intéressant. Tout à l'heure, Raph, tu parlais de boîtes d'édition et comment en fait c'était, tu sais pas quoi en faire, c'est compliqué, il y a des blancs, etc. J'avais une question, bon, j'y connais rien après en livre, mais est-ce qu'il y a des boîtes d'édition entre guillemets militantes où il y a des petits start-up, on essaye de faire ce qu'on peut, machin, mais on est trop radical, etc. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça a été pensé d'exister, etc. Peut-être avoir plus d'infos sur ça? Okay. Ben moi la seule boîte d'édition militante que je connaissais c'était Métagraphe. Après ça fait pas longtemps que je suis en France donc je maîtrise pas le truc. Désolée. Mais peut-être que je laisse les professionnels. Ouais. Il y a celle dont j'avais parlé donc en Allemagne, mais encore une fois c'est spécifique aux femmes noires qui écrivent en anglais. Donc c'est quand même ça concerne pas tout le monde de racisé, on va dire, voilà. Oui, la réponse est oui en fait. Quand tu cherches, en tout cas pour 9 histoires lumineuses, quand j'ai passé plus de temps à chercher des maisons d'édition qu'à écrire le bouquin. Mais vraiment, quand tu cherches les maisons d'édition, j'ai dû vraiment tout lister, les maisons d'édition francophones. J'ai pas cherché sur le continent africain. J'ai cherché sur la France, la Belgique, la Suisse romande et le Québec. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que il y a vraiment de tout. Il y a des maisons d'édition spécialisées dans les vases en porcelaine, en fait, et les vases en céramique. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Donc, combien de fois pour le politique, Métagraphe et je lui en suis vraiment reconnaissante, la maison d'édition qui a répondu qui a dit oui en premier à Sissi, avant que Présence africaine ne me manifeste son intérêt. Et le truc, c'est que le milieu de l'édition, c'est vraiment chaud, hein. Les maisons d'édition, aussi bien déjà le marché du livre se porte très bien, mais c'est par qui en fait? Les maisons d'édition meurent très vite. Donc ce que je craignais avec Métagraphe, c'est que le temps que ça sorte, que ça n'existe plus, quoi. Et tout le monde n'a pas l'étoile de Laurent Safou avec Cambourakis, mais la première maison d'édition chez qui elle a signé comme 1 million de papillons noirs n'existe plus. Donc c'est souvent je sais pas, moi quand je choisis souvent une maison, beaucoup qui en choisissent de toutes petites, c'est vraiment certaines personnes en choisissent même des acomptes d'auteur. Ça veut dire que c'est l'auteur qui finance pratiquement, l'auteur finance avec de sa poche, quoi. Alors qu'à compte d'éditeur, l'auteur est toujours exploité comme vous le voyez aujourd'hui, mais je n'ai pas payé un seul centime. Ah oui, bon, si j'ai quand même payé la couverture, ma photo, tout ça, parce que j'y tenais, j'avais ma vision. Mais normalement, ouais, l'auteur ne paye pas le moins de centimes pour être publié. Donc, certaines personnes, en fait, oublient. On se dit toujours que tout le monde sait écrire, tout le monde écrit, et je suis pas particulièrement spécial. Donc, tu sautes sur la première personne qui te dit, je veux bien te publier, quoi. Je veux bien t'éditer. Et donc, c'est comme ça que je peux expliquer que, déjà, les maisons à compte d'auteur existent. Donc, il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer, pour se faire publier. Et j'ai même vu, moi, j'ai remporté 1 500 € lors de mon premier concours d'écriture, parce que c'était le premier auquel j'avais participé. Il fallait écrire 3 pages. J'ai écrit 3 pages sur le thème de la santé. Et, toucher 1 500 € pour avoir écrit 3 pages en un week-end, franchement, là, tu te dis que j'ai envie de faire ça plus tard. Mais la plupart des concours, parce que j'ai cherché des concours par la suite pour continuer à toucher 1 500 € comme ça, mais la plupart des concours, en fait, on te fait payer pour participer au concours. Et je me dis, mais comment est-ce que les concours là arrivent à vivre? Non, je vous donne rien, quoi. Tu te payes, tu n'es même pas sûr de gagner. Genre, frais de participation 50 €, 150, attends. Et qui? Je trouve ça, je préfère répondre aux jeux de télévisés là où il faut envoyer oui au 19 24 24. Voilà.
Donc ouais, toutes les maisons d'édition existent de toutes les tailles pour tous les sujets. Il faut seulement passer un temps fou à aller chercher. Et quelle que soit celle qu'on trouve, quand tu écris en français, ben c'est mort quoi. Tu touches rien, tu touches Walou, et sauf si tu atteins certaines échelles quoi. Enfin voilà. Donc avant ça, tu touches rien. Et pour atteindre l'échelle là, c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Soit tu es publié chez les très grands et qu'ils investissent énormément dans ta promo, comme toutes les maisons d'édition que j'ai croisées au salon du livre là, qui publient les Zemmour et consorts. Ça veut pas dire que Zemmour écrit bien, hein, mais il vend bien. Soit tu auras le buzz qu'a eu J.K. Rowling, parce que franchement ton livre a plu à des personnes qui ont fait je sais pas, ça a pris feu quoi. Voilà. À part ça, c'est pour ça que je dis, moi je n'écris plus en français. Ah oui, mais toujours écrivez, hein. Franchement, je vous encourage, mais tout le monde, même les personnes qui pensent qu'elles écrivent mal, juste écrivons, parce qu'il y a quand même un contrebalancé là. Il faut faire du volume là. Avant la qualité, il faut faire du volume. On verra après, parce qu'ils font pas la qualité, hein. Voilà. Il y a des rapports de force. Déjà, merci beaucoup à vous. Enfin, tous vos parcours sont beaux et me touchent, en tout cas, personnellement. J'avais une question pour vous toutes et tous. Vous parliez de stratégie, un peu de détournement, de ruse. Je pense qu'en fait, en tant que minorité, que ce soit une minorité raciale ou de genre, on use tous en fait de ces stratégies-là, mais moi je m'en étais pas forcément rendu compte avant. Est-ce qu'avant de le verbaliser ici, vous en aviez conscience? Et est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Là, on parle toujours du financement ou être financé par les Blancs. Là, j'étais récemment à un colloque à Mulhouse sur les lesbiennes dans la littérature, et j'ai présenté un papier sur les stratégies, justement, quand tu viens pour écrire des vies saphiques en zone interdite, c'est-à-dire le Cameroun, parce que dans 9 histoires lumineuses, il y a du cuir camerounais quand même, hein. Mais il s'agit de faire comme les auteurs de présence africaine à l'époque, qui devaient faire imprimer leurs livres chez le colon, tout en dénonçant la colonisation. Donc il fallait que ce soit subtil, et il faut utiliser des mots que seule la personne concernée, on va utiliser des codes quoi, que seules les personnes concernées peuvent décoder. Donc c'est ça que je peux dire à la radio que je ne suis pas out, parce que voilà, je sais que seules les personnes concernées vont comprendre. Ma stratégie aussi, c'était d'être, comme j'ai dit, d'être moi. En étant soi-même, en fait, on n'est même plus un cliché. Donc, on est un trompe-l'œil. Donc, quand tu portes une capuche, on se dit pas que tu es intelligente. Donc, voilà. Je me suis pas cherché à m'habiller différemment pour transmettre le message que celle-là, elle est intelligente. Les lunettes, c'est vraiment parce que j'en ai besoin pour lire. Mais sinon, j'adore les lunettes. C'est aussi, le fait d'être noir, on s'attend parce que tu sois dans certains domaines. J'ai fait école de commerce, mais on pensait plus que j'étais dans la littérature, mais tant mieux. Parce que, voilà, j'y étais pas encore. On pensait que je faisais une fac. Quand je venais danser dans les soirées étudiantes de ma propre école, on pensait que j'étais une externe. Dans tout, hein. Je suis devenue tomboy seulement récemment, hein, quand il a fallu être out. Mais là, c'est vraiment involontaire, hein. C'est quelquefois, ça devient difficile de porter une robe quand tu as fait le point sur certaines identités qui étaient enfouies. Mais j'aimerais bien être invisible à nouveau, juste pour le fun. Et la stratégie, c'est d'être soi-même, juste de ne répondre à aucune attente, vraiment aucune attente. Avec mon sourire, on vient vers moi en premier, mais on s'attend à ce que je sois la plus gentille. Donc voilà, vraiment le côté trompe-l'œil. Et dans ce colloque-là, j'ai ouvert le colloque en mon papier parce que j'intervenais le deuxième jour. Le premier jour, j'étais la seule noire au fond avec la capuche. Et tout le monde j'ai subi tellement d'agressions racistes
Donc déjà le gars qui organise, qui a bien parlé avec moi sur internet, voilà, il n'a pas mis le visage, tu vois, enfin, tu vois. Il me voit avec ma capuche derrière. Bah, il distribue les plans de Mulhouse, mais il ne m'en donne pas à moi. Et je vois comment il me saute comme ça là. Et il a fallu que ce soit ma voisine qui au deuxième tour, parce que au premier tour, voilà, c'est fini. Deuxième tour avec les retardataires, il se remet à redistribuer. Et quand ma voisine lui dit de m'en donner aussi, il pose le reste du tas sur la table. Et c'est ma voisine qui va se lever, une Suédoise bien blonde, qui va se lever pour me donner un plan. Après ça, il faut maintenant s'enregistrer à l'hôtel, faire le check-in. Toutes les autres blanches là sont avec leurs valises. Elle pense que je les ai suivies en fait depuis le truc de tout à l'heure jusqu'ici, jusqu'à l'hôtel, et elle me demande au fait, toi t'es qui? On te voit depuis tout à l'heure. Mais comme je vous ai dit, je parle pas aux blancs, donc sur ces sujets-là, mais vraiment, je vais pas donner. Enfin, il va même pas y avoir confrontation. Hein. Mais je parle, comme j'ai dit, je recycle ma souffrance, donc j'ai dû introduire mon papier par un message qui fout des claques, mais qui fait rire quand même les personnes qui ne reçoivent pas les claques. Voilà, et ça introduisait vraiment tout le reste, quoi. La ruse, la stratégie, voilà, c'est le fait que jusqu'à maintenant, quoi, ça confirme ce que je suis en train de raconter. Jusqu'à maintenant, juste le fait même que le cuir soit invisibilisé au Cameroun, même quand tu le mets, on voit pas que c'est du cuir. Enfin, je sais pas. Il y a deux meufs qui sont ensemble dans le canapé, qui élèvent une petite fille ensemble. On pense que c'est la mère et la grand-mère. Enfin, jusqu'à quel âge ta maman va je sais pas, vous allez vous faire des bisous dans le canapé comme ça. Jusqu'à quel âge? Mais voilà, même mes tantes pensent que c'est la mère et la grand-mère. Et le truc, c'est que tu joues sur les attentes. Et si tu changes juste le personnage, je dis, mais pareil pour la couverture de mon livre. Si c'était une femme blanche dedans, ça aurait pas été la même interprétation. Là, ça aurait été la publicité de Chanel. Et l'autre stratégie, c'est vraiment, j'ai un problème avec l'histoire je compte vivre de mon art, d'une part. Aucun problème avec l'argent, vraiment. Parce que comme j'ai dit, le système capitaliste est comme ça, et je veux avoir le pouvoir de gifler le système. Mais je veux pas être connu. Donc j'ai pas envie qu'on voit mon visage, donc je choisis bien des sphères bien fermées, en non-mixité, des sphères, des niches. Donc quand je me montre, c'est-à-dire quand je suis sur la couverture de mon propre livre, je me cache dans un personnage. Donc comme ça, si jamais les fachos là me cherchent, ils vont jamais me croiser parce que je ressemble jamais à la meuf qui est sur la couverture. Donc voilà, donc j'arrive à me cacher dans moi-même, dans le contouring, quoi, comme Lady Gaga, quoi. Du coup, les stratégies de la ruse, ouais, mais c'est un peu ça. Moi, je pense sans faire exprès, du coup, moi, ma mère, elle est blanche, mon père, il est marocain, et du coup, j'ai toujours été obligée d'être un caméléon, tu vois, mais on m'a pas laissé le choix, on m'a dit là, t'es pas ça, t'es ça, t'es pas ça. Du coup, j'étais un peu tout et n'importe quoi en même temps, et puis hop, je savais pas trop, et puis en fait. Tout ce que j'avais pris pour une faiblesse, quoi. Il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était une force, et que du coup j'avais damé le pion aux autres, quoi. Parce que toute leur vie ils vont galérer à essayer de faire. Moi, depuis gamine, j'ai développé ces stratégies-là, quoi. Où je suis un caméléon, je suis toujours prête, quoi. Toujours comme une vraie petite scout, quoi. Toujours prête à être. Et puis aussi ce qu'elle disait tout à l'heure, Pierrette, être là où on nous attend pas. Rester honnête, être là où on nous attend pas. C'est-à-dire quand quelqu'un il te prend de haut, il commence à croire justement parce que t'as le hoodie, t'es mal sapé ou quoi, ou tu fumes un joint, on va te dire toi tu dis des gros mots. En fait, changer de niveau de langage, bam, on te fait une passe à droite, toi tu vas à gauche, les gens ils font mais c'est qui cette personne?
comment ça se fait, elle a répondu comme ça et tout. Puis toujours, ou alors des gens qui ont l'impression d'élever le débat, bah tu vas chercher une autre référence ailleurs. Enfin toujours la stratégie de la diversion, ouais, c'est ça la ruse. C'est-à-dire tu crois que je suis ça? Bah non, je suis pas ça. Je suis encore autre chose. Bah du coup toujours changer comme ça. Le Many Face God, je regarde trop Game of Thrones, mais c'est vraiment changer tout le temps. Ouais, sorry, rien à voir. Mais ouais, et quand c'est que je m'en suis rendu compte de ça, je sais pas. Je pense que vraiment en essayant de devenir travailleuse culturelle, vraiment comme de vivre de mon art et puis de me définir comme travailleuse culturelle, je me suis rendu compte que ça faisait partie du métier de la culture, quoi, ruser. Parce que déjà il y a l'ego qui est vachement présent dans la culture, donc ça c'est une grande maladie de la culture et de l'art, quoi, l'ego. Donc comment tu deals avec ça, puis tu deals avec des gens qui ont des égos surdimensionnés, et puis comment eux ils te mangent pas ou ils t'écrasent pas et tout, et donc tu es toujours obligé de ruser, quoi. En fait il y aurait d'autres stratégies plus faciles où on pourrait, il y a des gens qui disent pour vivre heureux, pour vivre en cachet, donc là t'as besoin de moins ruser, quoi. Moi j'ai des potes, ils ont choisi d'aller vivre à la campagne, ils font leurs petits trucs dans leur coin et tout, puis du coup ils peuvent rester honnêtes et droits parce que ils prennent pas trop de risques avec la société extérieure et tout, mais en fait dès que tu vas te mettre dans le bain, faut être mobile, quoi. Ouais, faut bouger comme le papillon. Ouais, moi à peu près comme Maria, mais là c'est sûr que là où j'ai vraiment, je pense que je l'ai toujours un petit peu su, et pareil, moi j'ai une grand-mère blanche sur 3 et c'est une white trash clairement. Donc moi j'ai passé pas mal de temps aussi à la campagne dans des familles extrêmement racistes, et c'était pas très simple. Après j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans des trucs plutôt ghetto, mais je suis allée au lycée chez des gros bourges. Enfin, en fait, j'ai toujours et après c'était vraiment des tout petites, en fait, vu que je trouvais vraiment ma place nulle part. Je me suis toujours en fait même pas adaptée, mais un peu infiltrée dans les différents milieux dans lesquels j'étais. Et je pense que moi mon gros déclic est là où vraiment où j'ai compris qu'en fait je pouvais plus juste vivre ça et sans conscientiser tout ça et en parler avec d'autres personnes, etc. Je pense que ça s'est fait en 2 temps. Déjà en travaillant dans le milieu de la culture, notamment pour une grosse fondation. Et c'était une exposition sur un artiste africain. Et en fait, là, je me suis rendu compte que tous les jours, j'étais face à des gens qui sont censés faire partie du milieu culturel, donc être super à gauche, être super bien pensants, et en fait, qui disaient des trucs, mais enfin, c'était vraiment une. Moi, je sais même pas comment qualifier ça, mais en fait, là, tu te rends vraiment compte du level, parce que même si des gens comme ça se permettent de dire ce qu'on a pu me dire, c'est qu'en fait c'est vraiment la merde, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment à nous, en fait, de faire les choses, et à nous d'occuper l'espace, et à nous faut que ce soit qu'on parle de nous, et que ce soit pour des gens comme nous, et voilà. Et ensuite je suis partie de ce taf, et je suis allée pour la première fois dans mon pays d'origine, dans l'un de mes pays d'origine qui est le Cap-Vert. Et là ça a été la grosse claque, une double claque, en fait. Ouais. Et j'ai compris, et quand je suis rentrée, tout est allé super vite, en fait. Mais et j'ai aussi compris beaucoup. C'est comme quand on dit quand tu vas bientôt mourir, t'as toutes tes images qui reviennent, etc. En fait, moi, à partir du moment où j'ai capté et j'ai eu cette révélation, j'ai eu plein de petites phrases qu'on a pu me dire dans mon enfance, plein de choses qui sont revenues d'un coup. Et je me disais mais en fait ça c'était raciste, en fait ça c'était pas normal, ça non plus. Et vraiment ça a duré je sais pas, au moins 3 mois, mais non-stop, où en fait je captais toutes les micro-agressions que j'avais subies et que j'avais jamais vraiment qualifié d'agression, en fait. Et voilà, c'est un peu comme ça que moi je l'ai vécu, et ça arrivait super tard. J'ai 29 piges, et c'était il y a 1 an et demi que j'ai vraiment conscientisé tout ça, même si je les avais plus ou moins comprises. Et à partir de là, tout a su. Je suis rentrée, j'ai rencontré Mariam, on a créé le collectif, et tout allait super vite, quoi. Voilà. On va juste
pas tarder parce que malheureusement on a beaucoup pris de retard, mais vraiment. Donc je propose vraiment de faire une réponse rapide pour la question de Afé, et ensuite s'il y a une dernière question, pareil, une réponse rapide et on boucle dans grand max 10 minutes. Très rapide. Je pense que, je dis ça très rapide, mais par rapport à mon histoire, c'est pas de voir la chose rapide, juste pour ça. En tous les cas, ce que je suis jusqu'à présent, eh bien, découle du passé, notamment, et une réponse en autodéfense. Et quand on est dans la réponse, c'est mon expression de réunir, de rassembler, est préférable pour répondre à mes agressions que j'ai pu avoir. Voilà. Et donc ne pas se résigner. Je vais dire que je suis là et je suis fière d'être là. Voilà, tout simplement. En fait, c'était un peu dans la même idée. Et aussi par rapport justement au repos. En fait, je me rends compte que le fait aussi d'appeler quelqu'un un artiste, c'est aussi quand même un cloisonnement et une construction. Et en fait, la question, surtout quand on est par la force des choses activiste à cause, du fait de notre identité, donc artiste et activiste, en fait. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête et comment on fait justement pour en fait prendre un moment pour dire ok, alors maintenant ce que je dis là, c'est parce que je vis toutes ces microagressions, mais c'est aussi parce que ma mère a vécu toutes ces microagressions, mes grands-parents, etc. Un espèce de truc hyper ancré dans la peau aussi, et qui fait qu'il y a une manière d'agir comme ça. Donc ça, c'est une chose. Et puis justement de décloisonner dans le sens où, par exemple, quand on dit comment on finance par exemple son art, typiquement cette année j'ai choisi de faire de l'enseignement, mais ce que je fais, donc je suis prof d'allemand au lycée, et donc ce que je fais, c'est de l'afroféminisme. Avec les élèves, celles qui ont 17-18 ans, et avec celles qui ont de 15 à 16 ans, genre féminisme avec un livre écrit par un homme musulman noir, je sais pas. Et après ça, je sors et je vais faire une performance où je vais parler du fait, où je vais exister en tant que corps trans et racisé dans l'espace. Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que, moi je trouve ça génial qu'on soit tellement activiste et qu'on soit là de plus en plus visible, et en même temps je me rends compte qu'on nous cherche et qu'on aime bien qu'on soit comme ça, et donc il y a un moment où je me dis ok, c'est quand que ça s'arrête, et au fond j'ai quand même des souvenirs de quand j'étais jeune, dans la noblesse concrètement des alentours de Genève. C'est ok, en fait quand je levais un doigt et que je faisais comme ça, on disait que j'étais trop stylé. Donc en fait, alors pourquoi est-ce que je peux pas juste continuer à faire ça et gagner de l'argent en faisant juste ça? Pourquoi je dois aller chercher au profond pour expliquer à les gens quelque chose? C'est tellement d'efforts en fait, et c'est tellement de travail, et il y a tellement pas le temps de s'arrêter et de dire ok, là je viens de finir un livre qui s'appelle le Post-Traumatic Slave Syndrome, même si je suis pas d'accord avec le terme, j'utilise le terme de captif, mais voilà. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai héritées de mes ancêtres, et puis qui se sont répétées comme ça. Et puis en fait, justement, j'agis, et en fait, c'est aussi ça qu'on aime. Et en fait, il y a un moment où, en tout cas personnellement, ma démarche maintenant, c'est de dire stop, complètement stop, pour justement prendre le temps de dire ok, mais en quoi est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'on me demande de faire, est-ce que je suis en train de travailler en fait comme mes ancêtres à l'époque, comme un malade à jamais m'arrêter, pour expliquer un truc en fait qui est de base de droit humain, et voilà. Et donc du coup pour faire un peu un lien entre ça et ça me rappelle que concrètement j'avais une meilleure amie au début du lycée qui était camerounaise et qui est arrivée 2 ans auparavant, et en fait elle avait aucune confiance dans les gens du lycée, de notre lycée de Bourg. Elle était là genre non,
qui était déjà en train de se demander pourquoi elle était là et tout ça, des choses que moi je voyais pas forcément en tant que personne plus claire, etc. Enfin, et ensuite, en bref, elle a fait l'école de médecine et déjà avant de faire médecine, tout le monde lui disait faut faire infirmière. Elle a continué à rien dire, à pas parler avec les gens. Et maintenant, en fait, c'est qui est en burn-out et où de sa vie et voilà, c'est moi et c'est pas elle. Et elle est cardiologue. Et du coup, c'est une star et en plus de tout ça, enfin, elle avait elle était particulière dans sa famille et tout, donc elle a fait ça toute seule. Et je lui ai dit mais comment tu fais, Sandra et tout, comment tu fais? Comment ça se fait quoi? Et elle me dit mais moi, quand j'ai un collègue qui me dit t'as fait quoi ce week-end, je réponds chaque fois tranquille, j'étais chez moi, tranquille. Et voilà. Et la différence, c'est que moi, depuis toujours, on m'a éduqué parce que je suis né ici aussi. Et j'ai justement été entouré de personnes blanches et tout. On m'a appris qu'il fallait que je réponde. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et toi, alors? Ah ouais, trop bien. Ah ouais, non, des cours de cheval. Ah ouais, et quand? Enfin, et prendre tellement d'énergie. Et après, la personne, elle va dire un truc problématique à ce moment-là. Je fais, non, mais tu comprends parce que, oui, mais je comprends, mais tu vois, enfin, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire ça avec quelqu'un qui est dans chaise roulante, mais tu comprends parce que, enfin, et après, en fait, ça devient une performance devant les élèves ou sur une scène. Et après, on me donne de l'argent, mais pas beaucoup, parce que quand même, on l'a déjà entendu, puis il y a quelqu'un d'un peu plus cool qui le fait, puis bon, ben, ses cheveux sont plus longs que les tiens, ou sa coiffure est mieux, tu vois. Et il y a un moment où, justement, j'essaye de dire, ok, enfin, maintenant, en tout cas, je suis juste en total stand-by, en mode, what's next, parce que j'ai besoin qu'il y ait un moment où je sépare, et si on faut être activiste dans ce cas-là, je veux qu'on soit, genre, activiste à la Beyoncé fancy, pour avoir trop de thunes, parce qu'en fait, c'est stylé, tu vois. Enfin, voilà, après, voilà. Quelqu'un a une dernière question avant qu'on clôture? Merci à tout le monde d'abord. Et du coup, ma question, je pense que peut-être vous n'avez pas trop le temps d'y répondre parce que c'est un gros morceau, mais ça serait cool. Enfin, je profite de l'occasion pour le poser et pour qu'après on puisse en discuter, que ce soit avec vous, avec les gens du public. C'est du coup, j'ai commencé à travailler l'intersectionnalité par rapport à mon histoire. Je vais vous expliquer ma position pour que vous compreniez mieux. Du coup, j'ai grandi à Marseille, j'ai des parents algériens, marocains, je suis de culture musulmane et grandi dans les quartiers nord. Donc du coup, pour moi, quand j'ai découvert l'intersectionnalité, j'ai fait « Ah ok, je comprends pourquoi c'est très tard dans ma vie que j'ai compris, que j'ai eu la connaissance de ce que c'est, parce que si on s'en rendait compte avant, je serais quelqu'un de très dangereuse. » En fait, du coup, j'avais quand même compris ça, mais du coup, il y a un truc auquel je me pose la question sur, en tout cas, le rapport aux racisés et comment s'entraider aussi ensemble pour les luttes. C'est le fait en fait que du coup moi par ma position de métisse on me ramène souvent tu es noir et quelque chose d'autre. Oui, je suis noir et arabe. Ah ok, il n'y a pas de blanc, d'accord, mais en fait je me suis rendu compte que du coup je savais je sais pas comment dire. Au début, pendant le collège, au quartier, du coup, c'était toujours, j'étais dans tous les groupes différents. À la fois, en tant que métisse, on pouvait accepter dans les groupes de français. En tant que métisse, on m'acceptait dans les groupes comoriens maorais. En tant que métisse, on m'acceptait chez les rebeux. Mais en fait, je pensais que du coup, il y avait vraiment une grande acceptation et je me suis rendu compte que j'étais l'ami quota de tout le monde. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur comment se souder à Marseille, tous ensemble. Et je me suis dit, comment on fait face à ses propres limites dans lesquelles nous-mêmes on est confrontés, et dans le sens où je sais pas, je peux pas d'un côté j'ai l'impression que des fois les choses sont tellement cloisonnées et que c'est dur de communiquer et d'ouvrir sur ce truc de, je suis noir, arabe, des quartiers nord, on fait quoi? Moi, je suis pas métisse. Enfin bon, après les Caribéens, je pense qu'on est tous, la majorité sont métisses, mais moi j'ai pas la prétention de donner une piste ou quoi. Je trouve que c'est un peu souvent les conférenciers qui disent vas-y fais ça de ta life et tout. Non, tu vois. Mais je vais juste te parler de mon vécu. Moi, à un moment donné, je me suis dit en fait j'en ai marre d'être en mode vas-y je check que des queers noirs, nanana. Vas-y je check des gens qui me font du bien en fait. Et je pense que c'est le seul truc que je peux te recommander. Juste check des gens qui te font du bien. Voilà. Si c'est des babsous, ils seront peut-être problématiques sur du racisme.
évite toutes les questions culturelles, parle de pas grand chose, mais parle de trucs, tu vois, du beau temps, de Game of Thrones, parce que bon, il y a pas trop de noirs, ça va, tu vois, et tu vois, parle de, voilà, enfin, je vais pas te dire ce que tu dois faire, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de donner plus d'importance à ce que je partageais avec les gens, que ce qui me différenciait d'eux, ou de ce qui me mettait mal à l'aise chez eux. Je sais pas si c'est clair, mais juste, à un moment donné, je pense que c'est important de se dire, vas-y, ben, mon pote, qui est blanc, hétéro, cisgenre, qui est né en France, que genre, voilà, je suis dans son pays à cause de son peuple, tu vois. Ben, quand je vais mal, c'est lui qui se pointe à 3h du matin, c'est lui qui me roule mon joint quand j'ai la flemme de le rouler, et c'est lui qui est trop sympa, et je pense que c'est important de valoriser ça aussi, tu vois. Voilà, je sais pas si tout le monde kiffe ce message-là, mais je pense que c'est important de se dire ça aussi, tu vois. Et je pense que ça te permet aussi de te mettre moins la pression, de juste apprécier. Merci. Je vais juste clarifier. Un truc, c'est pas dans le contexte de sphère intime, mais de sphère militante et associative. Militant, associatif, la synergie. Je termine ça en synergique. Alors la synergie, c'est l'action de porter les actions entre partenaires de différents secteurs, et t'impulses la synergie, une synergie. Si la synergie, voilà. Les partenariats sont importants quand il y a, et d'impulser une synergie. Ouais. C'est avec ouais. Je sais pas si. Du coup, pour le cadre militant et associatif, je pense qu'il y a peut-être ce commun-là autour de cette table de. Pour moi, un des enjeux, c'est de pas s'épuiser. Et j'ai compris tard que, en fait, en essayant d'être bien partout, c'est hyper compliqué, et que pour moi, il y a un postulat de, on est dans un pays raciste, qui a un système raciste, et même si les individus sont gentils, quoi qu'il arrive, on est dans un pays raciste, et que c'est comme ça que le système il est fait, et que du coup, pour moi, pour éviter de perdre trop d'énergie, c'est se poser la question des alliés, et de s'économiser, en fait, et que vraiment, du coup, avec qui on veut faire des choses, sur de la durée, sur du court terme. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai fait des choses, avec qui je ferai plus jamais rien. Mais ça, d'abord, il faut les prouver, et je trouve qu'il n'y a pas de formule, en fait. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde pourrait donner une réponse différente, mais pour moi, un des enjeux, c'est vraiment pas de s'épuiser, et d'essayer de trouver les places justes, de faire des choses avec des personnes avec qui on a envie de les faire, sur du court terme ou sur du long terme, parce que moi, je mets pas la même énergie quand je vais faire des choses avec des personnes racisées ou blanches sur du long terme. Je vais pas mettre la même énergie, et du coup, c'est vraiment ce truc de pas s'épuiser, parce que en fait, on n'a pas la même posture qu'une personne blanche qui va pas subir du coup cette oppression qui est le racisme, mais que moi, à un moment donné, vraiment, ce truc de pas s'épuiser, il est précieux. C'est comment on trouve des stratégies, et pour moi c'est une table ronde comme aujourd'hui, c'est la question qui a été posée tout à l'heure de quand est-ce qu'on conscientise, etc. Et que vraiment c'est précieux de, du coup, comment toi tu trouves tes trucs, et que j'ai l'impression que là, ce qui serait classe, c'est d'avoir des modes d'emploi en disant bon voilà, là c'est ça qu'il faut faire, voilà. Au pays de la théorie tout va bien, mais dans la vraie vie il y a des trucs qui s'éprouvent, mais vraiment ce truc d'économie, moi c'est. Ouais. Après, moi, pour le mot de la fin, je sais pas si c'est le mot de la fin. Je vais juste répondre, Lina. Mais en tout cas, la question que tu poses, moi, je trouve que c'est une vraie question, surtout à Marseille. Enfin, au niveau local, peut-être recentrer. Voilà, Marseille, je pense, il y a grave des questions qui se posent pas forcément ailleurs, ou pas de la même façon ailleurs. Et les communautés à Marseille, elles sont, je sais pas. C'est complètement fou, quoi. Et il y a quelque chose à réfléchir ensemble, peut-être. Ouais, j'ai pas le mot de la fin, c'est une question, et c'est une ouverture à parler ensemble, genre, comment on gère ça, parce que aussi, géographiquement, Marseille, là, c'est clair, les quartiers nord, quand ils parlent de Marseille, ils parlent d'une autre ville. Ils viennent à Marseille, pour eux, c'est inaccessible. Donc, c'est quand même bien cloisonné. Il y a quand même le réel, il y a la théorie, et puis le réel fait qu'à Marseille, on est encore avec des bons petits murs entre plein de monde qui pourraient être ensemble et qui pourraient faire des tonnes de trucs ensemble. Du coup, c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Je sais pas si c'est le mot de la fin.
Et aussi peut-être l'erreur qu'on fait à Marseille, c'est de croire que tout se passe en centre-ville. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc que vraiment, oui, mais là, le fait qu'il y ait des quartiers populaires francs qui soient dans la même ville, mais en dehors, mais aussi en centre-ville, eh ben, tu vois, la banlieue parisienne, par exemple, les banlieues, elles sont autour de la ville. Là, ici, c'est vraiment particulier. Et j'ai l'impression qu'il y a ce découpage centre-ville, hors du centre-ville. Moi, quand je bosse avec des enfants et quand ils vont en centre-ville, ils disent on va en ville. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas anodin. Et du coup, il y a aussi tous ces trucs-là à réfléchir. Mais c'est une large et vaste question. Bon, un peu de manière un peu cliché, mais typiquement, enfin en tout cas moi, par rapport à ce truc-là de vivre ensemble, on a vraiment pas les mêmes types de personnes à Genève, mais en tout cas, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ça se va pas de dire comme ça? Bon, ouais, on a pas la même démographie, c'est ça? Mais en tout cas, personnellement, par exemple, ce que je dis aux personnes en fait. Racisés qui sont par exemple white passing, parce que j'en connais beaucoup. Personnellement, ce que je dis, c'est si tu regardes une situation, il faut que la situation elle soit la plus confortable possible pour une femme noire, tu vois, dans un milieu racisé, tu vois. Et que si c'est la plus confortable possible pour une femme noire, t'es en train d'aller dans la bonne direction. Mais après c'est je sais qu'il y a plein de choses, il y a sûrement 1000 choses à dire, mais genre, en tout cas, moi, c'est un peu ma base. Genre, une femme noire, ou bien personne femme noire, voilà. Et aussi, typiquement, par exemple, nous, on vient de créer des brunchs pour personnes afrodescendantes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, on est un dimanche par mois dans un endroit différent. Et en fait, typiquement, il y a une personne qui est une personne, femme noire, queer, et qui habite totalement dehors de la ville, genre loin. Et en fait, l'idée, c'est que elle fait partie du réseau et on est obligé d'aller là-bas et de faire des 45 minutes, tout le groupe, et de pas juste se retrouver chez les personnes qui habitent au centre et qui, du coup, sont en plus les personnes les plus privilégiées, souvent les plus claires, etc. Enfin, voilà. Donc, du coup, on essaie de faire ça pour aussi sentir dans nos corps, justement, ce que ça peut impliquer et de se délocaliser. Mais encore une fois, Genève, 45 minutes, c'est très très loin, donc je sais pas comment c'est pour, voilà. Minute publicité pas pour moi, pour rebondir sur tout le monde, notamment Rafi, toi. Oui, toi aussi. Et toi aussi. En fait, bref, oui, sur tout le monde. Là, en ce moment, je fais mes cartons, ma valise pour partir au Canada. Donc, il faut faire le tri et je me repose sur Marie Kondo. Et la question qu'elle nous demande de nous poser quand tu veux jeter quelque chose, c'est does it spark joy? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Et j'ai décidé d'appliquer ça. Je vais quitter la France en faisant le tri aussi dans mes relations. Pas seulement dans mes livres et dans mes fringues, mais vraiment dans mes relations, qu'elles soient militantes ou même familiales, hein. Mais si ça ne m'apporte pas de la joie, en fait, écoute ton corps, parce qu'on souffre assez. Ce qu'on a appelé, notre intuition de femme racisée, là, voilà. C'est juste le résultat d'une grande souffrance. Et maintenant, on se fait plaisir, même, comme j'ai dit. C'est pas parce que c'est cuir que c'est pour toi, c'est pas parce que c'est décolonial que c'est pour toi. Et fais confiance à tes tripes, quoi. Does it spark joy? Pose-toi cette question tout le temps. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé au Festival Intersection. Merci d'avoir fait ce débat et cette discussion. Merci. On se revoit ce soir à partir de 19h à l'Embobineuse. Merci. De retour sur 88.4 après avoir diffusé ce débat qui a eu lieu dans le cadre du Festival Intersection ici à Marseille, au Grand Table. Je remercie encore une fois Radio Galère qui nous a permis de faire en sorte que ça puisse être possible de diffuser en direct le débat samedi 27 avril. Donc là, on va passer tout simplement à Christine Taubira qui va nous parler du 10 mai, de l'esclavage en général, et malheureusement encore aujourd'hui des Noirs sont mis en esclavage, en l'occurrence en Libye et dans d'autres pays comme la Mauritanie. Donc je vais mettre Christine Taubira un extrait de ce qu'elle nous dit par rapport
par rapport à l'esclavage. Et c'est aussi elle qui a initié la loi pour qu'aujourd'hui on puisse commémorer cette date. Et cette loi ne date d'il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était en 2001. Donc je vous laisse avec ce reportage. Et de l'esclavage et l'histoire d'un crime contre l'humanité qui a laissé encore aujourd'hui des traces. Nous sommes libres, qui pouvons vivre dans des sociétés où nous pouvons nous exprimer avec toutes les limites que ça suppose, avec les inégalités qui nous frappent aussi, avec les injustices qui sont là, avec les préjugés qui sont encore tenaces, avec des discriminations, des stigmatisations qui sont encore là. Néanmoins, nous avons une capacité de mobilisation, une capacité à nous battre, et nous devons nous battre effectivement pour les oppressions d'aujourd'hui, pour les exploitations d'aujourd'hui, pour l'esclavage d'aujourd'hui, pour la traite d'êtres humains aujourd'hui, pour protéger tous ceux qui, sur la planète, quelque part, sont confrontés à ces fléaux. Être présente ici fait partie d'un long parcours. Ça participe de combats que je mène depuis très très longtemps, parce que l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage est l'histoire d'un crime contre l'humanité, et d'un crime contre l'humanité qui a laissé encore aujourd'hui des traces dans les sociétés européennes, qui ont été les métropoles coloniales, dans les sociétés africaines, qui ont été le réservoir de captifs, et dans les Amériques, les Caraïbes et l'océan Indien. C'est une histoire mondiale, et c'est une histoire qui a aujourd'hui des traces extrêmement importantes. Donc elle me concerne directement parce que je viens d'un territoire qui a été une société d'esclavage, mais elle me concerne tout simplement en tant qu'être humain, parce que je considère que les droits humains sont intemporels, je considère que la dignité humaine est inaliénable, et je considère aussi que la fraternité est un combat. Donc c'est un petit reportage de Brut que j'ai trouvé. En fait, la date du 10 mai correspond plus exactement à l'adoption par le Parlement. Ouais, c'est ça, le 10 mai 2001. Le 10 mai 2001, c'est tout récent. Donc c'est que en 2001 qu'il y a une loi qui a été reconnue faisant état d'une reconnaissance. Hein. On parle même pas de réparation, on parle de reconnaissance. Juste le fait de reconnaître qu'il y a eu un crime contre l'humanité. Un crime par ailleurs qui a duré plus de 400 ans. Si on compte en plus avec la traite arabo-musulmane. Donc l'esclavage en tout a duré 700 ans. Donc pour juste reconnaître un crime, donc ça a été voté en 2001 et ça a été initié par Taubira, qui disait dans son reportage d'ailleurs, Madame Taubira, que elle a été, elle était justement dans un territoire qui a été mis en esclavage. Donc c'est une descendante directe des esclaves. Et c'est vraiment important en fait de dire que ce n'est que en 2001. C'est vraiment important ce mot 2001. Et c'était Taubira qui l'a initié. Le combat, en fait, notre vie ne dépend que de nous. C'est nous qui allons initier les choses, parce que si on attend que les autres le font, ils ne le feront pas. Et du coup, c'est l'ancien président Jacques Chirac qui l'a mis en vigueur le 10 mai. Voilà. Bon, la traite négrière, comme vous le savez, c'est des millions de morts. Hein. Donc c'est plus de 40 millions de morts. Selon des estimations, c'est 42 millions, mais franchement, je pense que c'est beaucoup plus, parce que ça reste quand même des estimations. C'est quand même quelque chose qui a duré 400 ans. Juste la traite transatlantique. Donc il reste 300 ans de plus. Donc je souris comme ça, mais en fait je souris pas, c'est un rire nerveux. C'est vraiment pour montrer à quel point en fait on vit dans une société vraiment qui a été construite sur des bases des crimes contre l'humanité. Et c'est aussi pour ça que certains pays continuent à faire de l'esclavage. C'est aussi pour ça que personne n'entend pas parler de ça. Parce que si jamais on se lève pas, personne n'entendra jamais parler de ça. Taubira, comme elle a dit, elle est concernée. Moi aussi je suis concernée, je suis une femme noire. Et quand j'ai vu 12 ans d'esclavage, je me suis dit, je vous conseille d'ailleurs de voir ce film, je me suis dit, tant que la société restera comme ça, personne ne dit qu'un jour ou l'autre, si une personne passe au pouvoir, d'autres personnes ne seront pas mises en esclavage. Ça existe déjà dans certains pays, je vois pas pourquoi ça reviendra pas. Et du coup, il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout ça. Il y avait un truc qui m'avait marqué un peu quand j'étais arrivée, quand j'avais vu des monuments à la gare de Saint-Charles, c'est les monuments coloniaux qui restaient. Je rappelle aussi que il n'y a pas que Nantes qui a été un grand port négrier en France, Marseille aussi. Et du coup, si vous allez à la gare Saint-Charles, à Marseille, vous allez remarquer sur les monuments, juste à l'entrée des grands escaliers, d'un côté, il y a l'Afrique noire et d'un côté, il y a l'Asie. Regardez bien ce qui est inscrit dessus. Et je vais vous le dire quand même. Ce qui est inscrit, c'est colonie d'Asie et colonie d'Afrique. Et on est en 2019. Donc, les monuments parlent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est parce que les monuments parlent d'eux-mêmes que je vais remettre un petit reportage pour la fin de Brut encore pour expliquer ça en détail. Et malheureusement, je devrais laisser l'antenne parce que l'émission a déjà duré plus d'1 heure.
Donc je vous remets ça et la semaine prochaine, je vais revenir et j'aimerais faire une émission sur le Code noir. Le Code noir qui a été rédigé aussi par Taubira, avec l'aide de Taubira en tout cas, et qui était en code, qui parlait justement de l'esclavage, parce que c'était un système organisé d'une certaine façon. Donc les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient en fait. Ils savaient qu'ils faisaient des crimes contre l'humanité et ils continuaient à tuer des gens. Donc j'aimerais faire la deuxième, du moins, le prochain épisode dessus, parce que pour moi c'est vraiment important, parce que vraiment je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi j'ai jamais pu finir de lire ce livre, ce code pénal, parce que c'est atroce. Nous on était considérés comme des meubles, comme des objets, comme un crayon, comme un papier. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Et encore aujourd'hui, on vit dans une société où il y a encore des gens qui sont mis dans les situations d'esclavage. Et c'est des Noirs, ou qui meurent en Méditerranée, au fond de la Méditerranée. En 2018, il y a plus de 2000 personnes qui sont mortes, encore aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc je vous mets ce reportage. Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, ce Code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Nous disons qu'un crime contre l'humanité, comme tout crime, appelle réparation. Commémorer, c'est bien. Réparer, c'est mieux. Au minimum, c'est vrai, il faut mettre un panneau explicatif qui puisse dire qui sont ces personnages. Nous ne pouvons pas accepter le naufrage. C'est pour cela qu'il fallait cette reconnaissance solennelle, poser des mots pour dire oui, ce fut. Et c'est un crime contre l'humanité. Dans ce reportage, en fait, on aperçoit Taubira et d'autres acteurs de la communauté noire qui s'expriment en disant que la première étape, ça a été comme dit Taubira, de poser des mots, de dire oui, ça existait, ça existe, et il y a encore un passé qui naît de ça. Le racisme, ça a commencé avec la traite. Donc il a fallu dire qu'il y avait des êtres humains qui étaient inférieurs à d'autres, et qui étaient comme il disait très bien, des sous-êtres, hein, et qu'il fallait les exploiter, aller les tuer, piller leur pays et les tuer. Donc la première étape s'est faite en 2001. Donc c'est très dur pour moi d'en parler parce que je suis concernée directement. Et maintenant il faut des réparations. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et dire qu'il y a eu tout cet argent, tous ces pays comme la France, qui est un pays esclavagiste, qui s'est fait énormément d'argent, doit réparer. Doit rendre l'argent, doit rendre les biens, récemment, il y avait le Bénin qui demandait ces objets, ces objets historiques. Ils doivent rendre tout ça. Et ça passe aussi par ça. Il y a la reconnaissance, c'est bien, mais il faut la réparation. Et à Nantes, il y a des monuments qui rappellent encore l'esclavage. En France, il y a des blackface. Il faut quand même rappeler que le fait d'être noir, ce n'est pas une blague. C'est une couleur de peau, c'est tout. Et faire une blackface, ce n'est pas marrant. Ça vient d'un passé colonial. Encore dans des festivals, il y en a, ce n'est pas normal. Je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement logique de ne pas faire ce genre de choses que je ne vois pas comment des gens continuent à en faire. Parce qu'il y a une histoire. Et tant qu'il n'y a pas de réparation, tant que le 10 mai, ce ne sera pas un jour férié, les gens continueront à tuer des gens parce qu'ils sont noirs, à les frapper parce qu'ils sont noirs, et ils continueront encore à avoir de l'esclavage, comme maintenant. Et du coup, c'est vraiment important d'en parler, et c'est vraiment important de se dire que les choses doivent changer et soutenir les personnes qui le font. Ce que je voulais rajouter par la suite, c'est que pour faire cette émission par rapport à l'esclavage, par rapport à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, j'ai cherché des documents sur internet et j'en ai trouvé pas beaucoup. Donc il y a encore tant à faire parce que ça date que de 2001 la reconnaissance. Et j'espère qu'au fur et à mesure, les choses vont se faire. Mais c'est plus de 40 millions de morts. Plus de 40 millions de morts. Et aux États-Unis, il y a des mouvements comme Black Lives Matter, des gens qui demandent en fait que les monuments de chefs esclavagistes, des gens qui ont esclavagisé
des personnes soient détruites. Et je pense qu'il y a des monuments qui devraient plus exister, aussi ici en France. Et évidemment qu'il y a aussi une réparation. Et ça passe par reconnaître et par détruire tout ce qui a participé à ce que ce genre de choses puisse être, que personne ne considère que c'était quelque chose de normal. C'était pas un commerce. C'était un crime contre l'humanité. C'était un crime. Merci à vous. Et je suis vraiment content d'avoir pu avoir la place pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser sur la cérémonie en France de la commémoration. Mais avant de développer c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette journée de commémoration existe depuis 2006. Elle a été créée par l'ancien président Jacques Chirac. Le choix du 10 mai correspond au jour anniversaire de l'adoption en 2001 de la loi Taubira. Cette loi adoptée à l'unanimité par les deux chambres donne à la traite négrière et à l'esclavage le statut de crime contre l'humanité. On retrouve Jonathan Walsh sur place au jardin du Luxembourg. Comment va se dérouler cette cérémonie aujourd'hui ? Alors écoutez, les invités ont déjà commencé à arriver ici au jardin du Luxembourg et le président de la République est attendu aux alentours de 11h. Il commencera par visiter une exposition en plein air dédiée à l'esclavage dans les colonies françaises au XVIIIe et au XIXe siècle. Ensuite, des prix seront remis aux jeunes lauréats d'un grand concours national qui est évidemment lui aussi dédié au thème de l'esclavage et de la traite négrière. Puis il y aura des interventions musicales, littéraires. La grande écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé prendra notamment la parole, elle qui a beaucoup dénoncé les dégâts du colonialisme dans ses écrits, dans ses œuvres. Et puis il y aura des discours d'abord du président du Sénat et évidemment du président de la République, probablement un peu après-midi. Pourquoi cette date du 10 mai ? Alors vous l'avez rappelé, Judith, le choix de cette date, il est évidemment symbolique, il ne doit rien au hasard. Jacques Chirac a créé cette journée en 2006, un 10 mai, car c'est aussi un 10 mai, le 10 mai 2001, que la loi Taubira a été adoptée par le Parlement, cette loi qui avait entériner le fait que l'esclavage, la traite était bien un crime contre l'humanité. Depuis, cette question de l'esclavage a été à de nombreuses reprises abordée, saisie par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, le président de la République qui entend bien poursuivre cette tâche mémorielle en venant ici. Et il faut noter qu'il n'était pas venu pour cette journée l'année dernière. Aujourd'hui, il a décidé de le faire. Il a parfois eu des mots très fort récemment pour parler du colonialisme. On verra quel terme, quel mot il utilisera pour parler de l'esclavage tout à l'heure dans un discours qui sera retransmis en direct sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup, Jonathan. Fusil bien calibré, le code est bien activé. Donc je vous laisse sur la chanson de Jovi, qui est un artiste auteur-compositeur camerounais et qui est un producteur. Merci à vous d'avoir été sur les Nouvelles de Mars pour cette journée de commémoration. You are bigger than what people say. Bigger than what people say. Big Mocha. Bigger